Alors, bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième partie de la séance de révision numéro 3. On s'intéresse maintenant au concours national PC 2017. Alors, c'est exactement presque le même concours que NP 2017, mais il y a quelques points de plus ici donc, que j'aimerais traiter. Bien, alors, de quoi il s'agit? Bien, alors il s'agit pour ce problème de l'équilibre solide-liquide, de LIBR et de DYBR3. Alors pour nous simplifier la vie, je vais en fait nommer LIBRA et DIBR3 ici. Hein, pardon, ce n'est pas le bore, hein, c'est le brome BR3B. Donc comme ça, on ne traîne pas ces expressions et comme vous voyez là, on a des risques de nous tromper. Donc c'est permis, hein, vous pouvez le faire même dans un concours, vous verrez à quel niveau vous devez expliciter hein, vos expressions. Mais là, pour indexer, donc nous allons faire simple. Alors la première chose à faire, on l'a déjà vu dans la première partie de cette séance de révision, c'est de nous occuper de nos corpures, de nos verticales, donc en 0 et en 1. Alors, qu'est-ce que vous observez pour ces verticales? Donc, vous avez bien sûr A, vous avez B, et vous avez deux verticales qui correspondent aux composés indéterminés. Non, ils sont déterminés, mais c'est les composés intermédiaires définis que nous allons voir tout à l'heure. Commençons par nos corpures. Alors, bien sûr, votre A est solide. Solide, on a dit que les paliers n'intéressaient pas les corpures. Le palier n'intéresse pas les corpures. Donc, le premier obstacle, il est là. Et ça, c'est la température de fusion de votre A. Voilà. Pour B, c'est la même chose. Aucun obstacle jusqu'à la température de fusion. Donc, pas de souci pour vos deux corpures. Pas de transition à l'autre pic, c'est ce que je veux dire. Alors ensuite, bien sûr, vous marquez la présence de votre liquide. On commencera toujours par le liquide. Et le premier obstacle, la première courbe qu'on rencontre est le liquidus. Pour ce liquidus, vous voyez que vous avez un palier, ce n'est pas exactement le même, hein, il y en a deux paliers, d'accord? La question qu'on va se poser pour ces paliers, est-ce que ce sont des paliers péritectiques ou eutectiques? Donc, regardons la forme de votre liquidus. Donc, vous avez ici donc un liquidus, la courbe qui descend, et puis hop, elle change d'orientation, de direction. Donc, c'est un point plongeant, hein, et c'est un eutectique. Ici aussi, pour ce palier, c'est la même chose. Donc, vous avez, soit vous partez de là, soit vous partez de là. Donc, vous avez le liquidus qui descend, et puis hop, il change de direction, d'orientation. Donc, c'est aussi un eutectique. Vous avez deux paliers eutectiques ici. Bien, donc seuls, je répète, seuls, on va dire, les paliers qui correspondent au liquidus nous intéressent, les autres ne nous intéressent pas pour l'instant. Alors, donc ça y est, si vous avez identifié votre liquidus, vous savez que à partir de là, vous avez des domaines biphasiques dans lesquels il y a toujours le liquide, puisque quand vous vous projetez, vous tombez toujours sur le liquidus. La question est, quel est le solide qui accompagne ce liquide? Donc, si vous êtes là, vous vous projetez, vous tombez sur quoi? Eh bien, vous tombez sur A solide, sur le corpure A solide. Donc ici, vous avez liquide plus A solide, ou c'est-à-dire LIBR solide. D'accord? Il n'y a pas de courbe de miscibilité ici. Ensuite, de ce côté-ci, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous faites la même chose. Vous avez votre liquide, bien sûr, parce qu'il y a le liquidus ici. Si vous vous projetez de l'autre côté, vous allez tomber sur le composé intermédiaire C2. Ensuite, de ce côté-ci, donc, vous tombez, bien sûr, toujours le liquide, mais cette fois-ci, vous ne tombez pas sur, en vous projetant, hein, sur le corps B, donc pur, mais vous tombez sur un solidus, qui correspond, bien sûr, à une solution solide riche en B. Donc, la voilà, tout ceci, c'est le domaine monophasique de la solution solide riche en B ou riche en DYBR3. À partir de là, nous nous éloignons du liquidus, nous n'avons plus rien à voir avec le liquidus et
il n'y a plus que des solides entre eux. Donc, vous regardez de ce côté-ci, bien sûr, vous avez A solide, si je me projette, c'est C2. Ici, donc, vous vous projetez à droite et à gauche, A solide, C1. Ici, vous êtes entre vos deux composés intermédiaires. Et ici, bien sûr, de ce côté-ci, vous avez C2 et de ce côté-là, vous avez la solution riche en B. Donc voilà, même si on ne vous le demande pas, on peut rapidement tout indexer. Ça simplifie la lecture des diagrammes. Vous le faites dans votre brouillon, mais dans votre copie, vous ne répondez qu'aux questions. N'en faites pas trop. Si on vous demande de déterminer le domaine 1, et puis on vous a demandé de déterminer le domaine 2 et le domaine 3, vous vous contentez de ces 3 domaines. Alors, donc, intéressons-nous aux composés intermédiaires définis. Intermédiaires, bien sûr, parce qu'ils se trouvent entre A et B. Ils sont définis parce que vous avez exactement leur composition. Bon, les indéfinis ne sont pas dans votre programme. Alors, allons-y pour ces composés. Nous allons commencer par C1 et étudier C1. Donc, C1 est un solide. D'ailleurs, les composés intermédiaires sont des solides. Je vais après vous montrer d'où ils proviennent. Quelle est la différence entre ce composé et par exemple une solution riche en A ou riche en B. Bon, alors, ce C1-là, eh bien, vous voyez que c'est un solide. Il ne change pas il ne change pas de composition quand vous augmentez sa température. Mais, donc c'est un solide, quand vous chauffez, vous vous attendez à ce qu'il fonde, n'est-ce pas? Mais arrivé à une certaine température, il ne fond pas, parce que vous n'avez pas de liquide, mais il a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on dit que c'est un composé qui se décompose avant de fondre. Donc, c'est une fusion, il est à fusion, mais non congruente. Il se décompose avant de fondre. Donc, vous ne le voyez pas fondre. La fusion de vos solides à cette fraction molaire, elle ne se fait qu'à partir de là. C'est à partir de là que vous voyez apparaître les premières gouttes de liquide. D'accord? Par contre, alors, non, avant de passer à C2, continuons avec C1, essayons de déterminer sa formule, qui ne bouge pas, il a toujours la même formule. Jusqu'à, bien sûr, sa température de décomposition. Ça, c'est une température où il se décompose. Bon. Alors, comment est-ce qu'on détermine sa formule? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez donc la fraction molaire de B dans C1, c'est-à-dire c'est 0,143. C'est-à-dire que la fraction molaire de A dans C1, c'est 0,857, 1 moins. Vous faites le rapport des deux fractions. Le rapport des deux fractions, c'est le rapport des nombres de moles de A sur le nombre de moles de B, puisque le nombre de moles total a disparu. Et vous vous retrouvez avec, normalement, une valeur naturelle, un nombre naturel. De telle façon que vous voyez qu'ici que NA égale à 6 fois NB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors ici c'est NA bien sûr dans le composé intermédiaire. C1. Ici, NB dans le composé intermédiaire C2. J'ai oublié peut-être, on pourrait mettre en exposé C1, C1. Donc, ce sont les nombres de moles de A et B dans le composé intermédiaire C1. Donc, vous avez ici Na égale à 6 fois NB. C'est-à-dire que pour avoir l'égalité, si vous prenez le plus petit diviseur, on va dire, donc vous avez ici 1 NB correspond à 6 Na. C'est-à-dire que A, 6A pour un seul B. Donc, le composé intermédiaire C1, vous allez l'écrire correctement, 6A, donc c'est ici Li6, Br6, Dy, Br3, et vous rassemblez les éléments en même temps. Alors, faisons la même chose pour le composé intermédiaire, le deuxième composé intermédiaire C2. Celui-ci maintenant, qu'est-ce que vous observez?
Eh bien, si on chauffe, c'est C2, c'est toujours C2, c'est toujours C2. Vous êtes sur une verticale, donc comme pour les corps purs, il ne bouge pas, hein. C2, jusqu'à ce qu'il rencontre le liquidus. C'est-à-dire, votre C2 va fondre avant de se décomposer. Donc, ce C2, on dit qu'il est à fusion congruente. Si vous voulez déterminer sa composition, c'est exactement la même chose. Vous prenez les fractions molaires de B dans C2, de A dans C2, vous faites le rapport. Cette fois-ci, vous avez le nombre de moles de A égal dans C2 égal à 3 fois le nombre de moles de B dans C2. Donc, si vous prenez 1, là, ça vous fait 3, donc ça fait A3B. D'accord? Et vous explicitez correctement votre C2. Alors, la question maintenant du chemin suivi par les phases liquides et solides au cours d'un refroidissement. Donc, on vous a donné un mélange à 60% de B et on va refroidir ce mélange de 1100 Kelvin jusqu'à 600 Kelvin. Donc, en bleu, c'est le refroidissement du mélange. Maintenant, au cours du refroidissement du mélange, on va suivre la composition, si vous voulez, du liquide, le chemin suivi par le liquide. Alors, bien entendu, tout ceci, c'est le liquide. À partir de là, vous êtes dans le domaine biphasique. Où est-ce que vous retrouvez votre liquide? En vous projetant sur le liquidus. Donc, voici le refroidissement du liquide, comment il se fait. Si je poursuis aussi le chemin suivi du solide au cours du refroidissement, donc à partir de 1100, j'ai pas de solide. Hein. Quand est-ce qu'apparaissent les premiers cristaux de solide? À partir de ce point-là. Et où est-ce qu'on retrouve votre solide? Si vous mettez un point ici, donc biphasique, le solide va se retrouver sur le solidus de ce côté-ci. Donc si vous suivez au cours de refroidissement le chemin suivi par le solide, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, voici comment refroidit votre solide, puisque à partir de là, bien sûr, vous n'avez plus de liquide. D'accord? Donc, si dans moi j'avais éliminé en fait quelque chose de la question, c'est-à-dire on vous avait demandé d'utiliser deux couleurs différentes. Donc, c'est-à-dire qu'on voulait que vous suiviez la couleur du liquide et la couleur des solides. Maintenant, si on vous demande de faire le chemin du refroidissement de la phase liquide et de deux phases solides en utilisant trois couleurs différentes, donc vous prenez une couleur pour le liquide, mais vous voyez bien qu'on a deux solides. Donc ici, c'est le solide SB, d'accord? Si vous suivez le solide SB, il est là. À partir de ce point, vous avez deux solides. Le SB, il est là, donc vous continuez avec SB. Ça, c'est le chemin parcouru par SB au cours du refroidissement. Mais vous avez aussi C2, il est où C2? Il apparaît à cette température-là, il est là. Et donc ça, c'est le chemin, ici, la troisième couleur, suivie par C2. Donc les deux solides en même temps, ça représente le mélange des deux solides. D'accord? Bon. Ensuite, intéressons-nous maintenant à la fameuse question de la quantité de matière des différents composés dans chaque phase lorsque nous avons un mélange, bien sûr, à 60% de B à 600 Kelvin. Donc, mettons notre point, il est où? Le point, il est là. Donc, le mélange total, je vais le nommer T, le point T, à 60%, d'accord? Donc, cette fraction, c'est la fraction molaire de B dans ce mélange, d'accord? Alors, comment on procède dans ce genre de questions? Parce qu'on m'a posé la question de savoir, on m'a dit, je ne sais pas par quoi commencer. Eh bien, déjà, on va commencer par mettre les données, c'est-à-dire positionner notre point. Puis, on va se poser la question, ce point-là, il est constitué, ce mélange, il est constitué de quoi? À part, bien sûr, constitué de A et de B, on est d'accord. Mais les phases, constituées de deux phases. La phase C2 et la phase SB. Où est-ce qu'elles se trouvent dans ce diagramme? Bien, je me projette. Voici
la phase C2 et voici la phase SB. Nous sommes d'accord, vous vous projetez. Donc, votre mélange T est constitué des deux phases. Votre diagramme binaire, il vous donne bien sûr la composition totale du mélange, mais il peut vous donner la composition de C2 et la composition de SB. Il suffit de lire. Donc, si ça c'est C2, quelle est la composition de C2? Eh bien, c'est 0,25. 0,25 c'est quoi? C'est la fraction molaire de B dans C2. De même, pour SB, vous avez 0,98, c'est la fraction molaire de B dans SB. Donc vous voyez que le diagramme vous donne bien sûr la composition du mélange, mais la composition aussi dans chaque phase. La composition, ce n'est pas la quantité de matière, on n'en est pas encore là. Donc si vous avez vos, bien sûr, fractions molaires de B, vous avez aussi la fraction molaire de A, hein, c'est 1 moins. Donc vous avez la composition de C2 en A et en B, vous avez la composition de SB en A et en B. Donc vous voyez bien que, bien sûr, c'est un SB et bien un solide riche en B. D'accord? C'est le solvant, un CA dans B. Bien. Maintenant que vous avez la fraction, quelle est la relation avec la quantité de matière des différents composés, c'est-à-dire de A et B, dans chaque phase? C'est-à-dire je veux le nombre de moles de A dans C2, le nombre de moles de A dans SB, le nombre de moles de B dans C2 et le nombre de moles de B dans SB. Eh bien, c'est simple. Si vous utilisez les bonnes écritures, donc vous mettez vos phases en exposant pour ne pas être perdu dans vos notations. Le nombre de moles de B dans C2, c'est la fraction la fraction molaire de B dans C2 fois le nombre de moles de C2. D'accord? Et il en est de même pour le nombre de moles de B dans SB, c'est la fraction molaire de B dans SB fois le nombre de moles, bien sûr, de SB. Le nombre de moles de SB et le nombre de moles de C2, la somme des deux nombres de moles, c'est le nombre de moles total. D'accord? On a un nombre de moles ici de C2 et on a un nombre de moles de SB. Il en est de même pour A. D'accord? Donc, vous utilisez les fractions molaires de A. Donc, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons ces 4 valeurs. D'accord? Nous avons les fractions molaires, nous les lisons grâce au diagramme. Mais nous n'avons pas le nombre de moles de C2 et le nombre de moles de SB. Donc si on obtenait les deux nombres de moles, nous pourrions bien sûr avoir accès au nombre de moles de chaque espèce dans chaque phase. Donc ici nous avons deux inconnus. Eh bien, donc pour déterminer nos deux inconnus, il nous faut donc deux équations. La première équation est celle communément appelée l'équation du bilan de matière, c'est-à-dire que le nombre de moles total, c'est bien sûr le nombre de moles de la phase C2 plus le nombre de moles de la phase SB, c'est aussi le nombre de moles de A plus le nombre de moles de B, et comme on vous avait donné les masses de A et de B dans votre mélange, donc vous pouvez tout à fait calculer le nombre de moles total sans problème, donc vous l'avez dans la correction. Ça c'est la première équation dans laquelle vous avez vos deux inconnus, et la deuxième équation, c'est ce qu'on appelle bien sûr la règle des segments inverses, ou bien la règle des moments chimiques. Cette règle des segments inverses, vous l'obtenez grâce à votre diagramme, qui vous dit quoi? Qui vous dit que le segment TC fois le nombre de moles de C2 égale au segment TS fois le nombre de moles de SB. Très facile à retenir cette règle. D'accord? TC et TS, hein, donc c'est ça, C et S. Donc TC et TS, vous les avez. Hein, TC c'est 0,6 moins 0,25, TS c'est 0,98 moins 0,6. Et il ne vous reste que vos deux inconnus. Mais nous avons un souci, et pas des moindres. En fait, il est interdit
d'écrire ces deux expressions lorsqu'il s'agit de nombres de mol de composés intermédiaires. Pourquoi? Parce qu'ici, nous sommes en train de faire des sommes. Or, avec les composés intermédiaires, nous ne pouvons pas sommer les nombres de mol de A et de B. Parce que n'oubliez pas que C2 est constitué de A et de B. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas sommer? Eh bien, je vais vous rappeler d'où nous viennent ces composés intermédiaires. Ces composés intermédiaires, qui sont des composés solides, ne sont pas obtenus par cristallisation du liquide. Bien sûr, on ne peut les voir apparaître que si vous passez à l'état solide. Donc forcément, il faut cristalliser, il faut refroidir le liquide. Mais en fait, ces composés intermédiaires proviennent d'une espèce de réaction à l'état solide. Pour votre composé intermédiaire C2, je vous rappelle qu'il est constitué de donc 3A et 1B. Nous l'avons déterminé, nous avons déterminé sa formule. Donc en fait, il nous faut 3 moles de A solide plus 1 mole de B solide pour obtenir 1 mole de ce composé intermédiaire. Donc c'est ce nombre de moles qu'on appelle nombre de moles de C2. Donc pourquoi on ne peut pas l'utiliser ici? Eh bien parce que 3 plus 1 ne donne pas 4. Lorsque nous sommes en train de sommer ici, n'oubliez pas, nous sommes en train de sommer A et B dans différentes, bien sûr, phases. Or, nous ne pouvons pas le faire quand il s'agit de composés intermédiaires parce que 3 moles de A plus 1 mole de B ne donne pas 4 moles de C2. Par contre, si vous aviez des bilans de matière massiques et des fractions massiques, c'est possible. Parce que ici, en masse, c'est sommable. 3 fois la masse de AS plus la masse de BS vous donne bien la masse de C2. Donc si vous avez des fractions massiques et que vous faites votre bilan de matière et votre règle des segments inverses avec des masses, il n'y a pas de souci. Vous utilisez les masses et vous avez 2 équations, 2 inconnues et vous calculez sans problème. Maintenant, si vous les avez en molaire, ce n'est pas possible, sauf si vous faites une des deux choses suivantes. La première chose que vous pouvez faire, c'est convertir en masse. Et là, c'est très long, parce que vous allez convertir en masse, d'accord? Même les compositions en masse pour pouvoir calculer les segments, puis reconvertir en mol, puisqu'on vous demande le résultat en mol. Et ça, vous allez perdre énormément de temps. On ne vous laisse pas de place dans votre feuille pour le faire. Et donc, c'est fortement déconseillé, fortement déconseillé. Eh bien, nous allons trouver une astuce pour utiliser les nombres de mol, d'accord, et faire notre calcul direct. Pour pouvoir utiliser les nombres de mol, qu'est-ce qu'il nous faut ici? Quelle est l'astuce? Il nous faut 3 plus 1 égale à 4. Ce 4-là, je vais l'appeler, c'est le nombre de mol prime. Et je vais raisonner en atomes. C'est-à-dire que, comme si je disais, 3 atomes de A plus 1 atome de B va me donner un groupement formulaire, si vous voulez, de 4 atomes. D'accord? Et je vais utiliser N' pour pouvoir sommer, pour pouvoir remplacer vos N, C2 en N'. Tout simplement, vous remplacez ces deux-là par N'. Donc cette fois-ci, vos deux inconnus, c'est quoi? C'est N' et NSB. Vous les déterminez. Le nombre de moles de SB, c'est bon, vous l'avez. Le nombre de moles de N', c'est pas lui que je veux, c'est le nombre de moles de C2. Une fois que vous obtenez le nombre de moles de N', quelle est la relation avec le nombre de moles de C2? Eh bien, c'est sur 4. Le nombre de moles de N' est 4 fois, égal à 4 fois le nombre de moles de C2. Et c'est comme ça que vous obtenez le nombre de moles de C2 en passant par un nombre de moles, je dirais, entre guillemets, additif. D'accord? J'espère que c'est clair. Passons maintenant aux dernières ou deux dernières questions qui vous avaient posé problème, à savoir, si on vous demande qu'à partir d'un mélange solide
10% de B, comment est-ce que vous pouvez obtenir A solide pur à 700? Alors j'ai repris, j'ai agrandi la partie du diagramme qui nous intéresse, c'est-à-dire 0,1 c'est ici, et voici 700. Donc déjà, positionnons notre point. 0,1, 700, nous sommes ici. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux phases solides. Parmi ces deux phases, il y a celle qui nous intéresse. Est-ce qu'on peut récupérer un solide dans un mélange de deux solides? C'est très difficile. On ne peut pas le faire à moins qu'ils aient deux granulométries différentes, hein, c'est-à-dire des particules plus grosses. On peut tamiser, mais on ne sait rien sur ce point-là, donc ce n'est pas possible pour l'instant de séparer A solide d'un mélange solide. Par contre, si on chauffait ce mélange, d'accord, si on le chauffait jusqu'où? Jusqu'à obtenir du liquide. À partir de 787 jusqu'à 800, nous avons deux phases, liquide et A solide. Et là, nous pouvons séparer et obtenir A solide pur par simple filtration. Quand on filtre, vous allez avoir dans le résidu, c'est A solide, et dans le filtrat, vous allez avoir le liquide. Vous pouvez récupérer facilement par filtration votre A solide. Donc, c'est entre ces deux températures que A solide pur peut être obtenu. Mais à quelle température exactement on peut obtenir le maximum de quantité de matière de A solide? Parmi ces températures-là, entre 787 et 800, il y en a une qui nous permet d'obtenir une quantité, un nombre de moles maximal de A solide. Quand on parle de quantité de nombre de moles, on ne parle plus de fraction, c'est la quantité de matière. Eh bien, à ce moment-là, il va nous falloir utiliser la règle des segments inverses pour avoir les quantités de matière. Alors, par exemple, supposons que je choisis ce point. Entre les deux, je choisis ce point. Bien. Quelle est la quantité de matière de A solide? Bien sûr, je vais projeter à gauche pour avoir la quantité, donc pour avoir bien sûr ce qui correspond à AS, c'est-à-dire ce segment-là fois le nombre de moles de AS est égal à l'autre segment fois le nombre de moles de liquide. Donc je peux écrire sans problème la règle des segments inverses, sans problème parce qu'aucun des composés n'est un composé intermédiaire. Donc je peux tout à fait utiliser les nombres de moles sans problème ici. Je n'ai pas besoin de convertir. Alors, moi je veux un maximum de nombre de moles de AS. Bien sûr, à quelle température? Eh bien, quelle que soit la température entre 787 et 800, est-ce que le segment MA ici change, bouge? Non, c'est toujours le même, quelle que soit la température, le segment MA ne bouge pas, donc c'est pas sur lui qu'on va raisonner. Par contre, le segment ML, quand je pars de la température 787, il est où ce segment? Le voilà. Quand j'augmente la température, ce segment diminue jusqu'à devenir infinitésimal à 800 Kelvin. Donc il est maximal, ce segment, sa longueur est maximale aux alentours de 787 et ce segment est minimal aux alentours de 800 Kelvin. Donc bien entendu, pour avoir le nombre de moles maximal de AS, il faut que ML soit maximal, c'est-à-dire à 787 plus un petit choya, un petit epsilon, parce que sinon à 787 vous avez trois phases. Donc vous avez le liquide, vous avez AS et C2, donc vous ne pourrez pas séparer AS. Donc vous devez vous mettre à 787 plus un tout petit epsilon de température pour avoir le segment maximal de ML, c'est-à-dire le nombre de moles maximal de AS. J'espère que tout ceci a été clair, sinon n'hésitez pas
à me le faire savoir et à la prochaine pour la séance de révision numéro 4.